qui m'a été demandé par Laurent, c'est de prendre le muséum et de le mettre un peu en parallèle ou en croisement avec une université réputée pour les sciences naturelles, l'université de Montpellier, qui est la plus ancienne des universités européennes encore en activité. Oui. S'il fallait une figure emblématique pour la médecine et la science de la nature à Montpellier, ça serait sans conteste Arnaud de Villeneuve. On a donné d'ailleurs à Montpellier son nom à un hôpital. Et il est médecin catalan. Il connaît l'arabe. Il est finalement significatif de ces médecins musulmans, chrétiens, juifs, qui font circuler concepts et légendes dans le bassin méditerranéen. Et deux autres figures sont célèbres, Rabelais, je ne développerai pas, mais dans Gargantua, le roman auquel le géant qui donne son nom au livre, lorsqu'il passe près d'un lieu herbu, il cueille les herbes et rentré à la maison, il les compare avec les descriptions de Dioscoride ou de Pline, enfin de l'Antiquité. Donc ça montre bien que les anciens, la révérence vis-à-vis des anciens, ne supprime pas l'observation personnelle, mais l'inscrit dans un cadre. Le Jardin royal de Montpellier est fondé avant l'institution où nous sommes maintenant. Donc, les Montpelliérains sont très fiers d'avoir eu leur jardin avant. Le jardin de Paris, le jardin du roi à Paris, est lui-même dans l'ombre un peu du jardin montpelliérain, dans la mesure où la faculté de médecine à Paris est beaucoup plus rétive aux innovations conceptuelles. Et le pouvoir royal permet de contourner cette résistance. C'est une chose qu'on retrouve avec la fondation du Collège de France, qu'on retrouvera d'une certaine façon avec l'Observatoire, d'un pouvoir royal qui pèse sur des institutions, mais qui en même temps leur donne une marge d'autonomie, y compris vis-à-vis de l'Église. Le Guy de la Brosse fonde et dirige le jardin du roi, ici, ancêtre du muséum, et en même temps, il n'est pas pris totalement par l'administration, il lui reste un peu de temps pour un travail scientifique. C'est la réfutation de la théorie des signatures. C'est cette théorie à laquelle adhéraient beaucoup de médecins, et la propriété médicinale de la plante, ou les propriétés, étaient indiquées par la physionomie de la fleur. Donc laconique d'appel, ça évoque un aume de chevalier, avec un aume, la guerre, donc voilà, signe de mort. Dans la ficaire, il y a des racines qui peuvent évoquer des hémorroïdes. Donc le saule et l'aspirine, c'est connu. Bien entendu, c'est totalement mythique, mais ça serait quand même à étudier de près comment ils ont pu y croire. Alors lui, Guy de la Brosse,
consacre plusieurs dizaines de pages à une réfutation en règle, avec des contre-exemples. Nommer et classer plantes et maladies. Alors, Montpellier va jouer un rôle décisif dans les débats qui agitent la systématique au XVIIe, XVIIIe. Il s'agit de se mettre d'accord sur la manière de classer et de nommer les plantes et les animaux. Pour la nomenclature, Carl von Linné attribue à chacune des espèces qu'il a décrites un binôme latin, formé d'un nom de genre et d'une épithète précise. C'est pas à vous que je vais apprendre ça. Beaucoup de naturalistes se divisent ensuite. Donc pour la nomenclature, on peut dire qu'il y a des combats d'arrière-garde, comme Buffon, qui sont rétifs à cette nomenclature standardisée avec les binômes et tout. Mais les savants de Montpellier, les naturalistes, les médecins de Montpellier, comme ceux de Paris, même Paris, lors du patron de Buffon lui-même, se mettent assez vite d'accord. La classification, c'est beaucoup plus difficile de se mettre d'accord, parce qu'il y a une classification idéale qui mettrait les espèces dans des genres, les genres dans des familles, en se fondant sur plusieurs caractères, sur une hiérarchie de caractères éventuellement, donc soit les plus nombreux, soit les plus nombreux, soit ceux qui en commandent d'autres, en quelque sorte. La présence de tel ou tel caractère permet de préjuger la présence de tel autre. Et ça, cette classification dite naturelle, même Linné, qu'on présente des fois comme un adversaire, est d'accord que ça serait mieux. Seulement ce qu'il dit à ses collègues, c'est oui, ça serait bien quand le jour où vous nous la montrerez, le jour où vous serez tous d'accord sur la même. Donc en fait, il y a une opposition qui est en partie factice entre le Linné et les Jussieu, les Adanson, etc. de Paris. L'opposition n'est pas si forte entre Uppsala et Paris. Mais il reste que qu'est-ce qu'on fait en attendant d'avoir la bonne classification? Alors, Buffon, par exemple, dit aux botanistes, mais pourquoi vous vous ennuyez avec ça? Vous avez la classification de Tournefort, elle est artificielle parce qu'elle repose uniquement sur la corolle, mais elle est extrêmement pratique. Et on peut avoir l'impression que Montpellier, dans un premier temps, est pour la classification, entre guillemets, parfaite, la mieux réussie. Et il introduit ces... C'est Magnol. Magnol qui introduit le mot famille dans le vocabulaire de la systématique. Dans un premier temps, le Prodromus Historiae Naturalis Plantarum Inco Familiae Plantarum per Tabula Dispositur de Pierre Magnol semble, pour le point de vue de l'historien qui arrive après la bataille et qui compte les points, tout à fait un point pour Montpellier, pour le dire familièrement. Mais après ça, Montpellier va au contraire faire figure de bastion du linnéisme. Et en particulier, ceci est renforcé par Boissier de Sauvage, qui est grand botaniste de Montpellier, et en même temps médecin.
et qui fait la nosologie sur le modèle de la classification. Il intitule ça « Nouvelle classe de maladies qui, dans un ordre semblable à celui des botanistes, comprennent les genres et les espèces de toutes les maladies ». Linné s'enthousiasme par lettre interposée, par correspondance, et on en arrive à l'école de Montpellier. Quand on ne précise pas plus l'école de Montpellier, quand on ne dit pas que c'est l'institution de l'université, ça désigne plutôt une philosophie, en tout cas chez les collègues de formation philosophique, ça fait penser à Auguste Comte, ça fait penser surtout à Barthez. On a une liaison très forte de Diderot et en particulier des encyclopédistes en général, et un rattachement voilà, merci. Le rêve de d'Alembert, par exemple, de Diderot, met en scène Bordeu, qui était un ami de Diderot, donc un personnage existant vraiment. Et ce qu'elle a de particulier, cette classification, cette école, c'est le vitalisme. Alors ça, là je rentre dans des débats internes aux philosophes surtout, peut-être plus qu'aux biologistes, mais on a tendance à penser que le mécanisme, la vision de l'animal ou de l'homme comme d'une machine, c'est bien sûr un peu exagéré, mais c'est la voie du progrès. Et que par contre, insister sur la spécificité du vivant, c'est se laisser piéger par le vitalisme n'a pas eu bonne presse pendant longtemps. Et en fait, c'est la redécouverte de l'école de Montpellier qui, avec des phrases comme « J'appelle principe vital de l'homme la cause qui produit tous les phénomènes de la vie dans le corps humain », c'est une phrase de Barthez. Elle montre bien que le vitalisme peut s'accorder avec un matérialisme et un rationalisme. Alors, le 19e siècle va être chaud à Montpellier, puisque De Candolle, qui est le partisan le plus systématique de la méthode naturelle, le plus raisonné, argumenté, qui est félicité par Darwin, dont le fils de Candolle s'illustrera aussi dans la connaissance de des flores mondiales. De Candolle a cette remarque. Il dit, il avait été nommé à Montpellier, puisque c'était un des seuls postes importants en médecine en dehors de ceux qu'il y avait ici. Et il dit, ben, finalement, Montpellier m'a réussi, parce qu'à Paris, on est entouré de gens qui sont à la course aux places, et on n'a pas le temps c'est trop risqué et trop de se lancer dans des œuvres de longue haleine. Donc en un sens, les 8 ans qu'il a passés à Montpellier, il en tire le bilan 30 ans plus tard, en disant, 20 ans plus tard, en disant bah, c'est ça qui m'a permis de faire mon œuvre originale. Il faut quand même voir que l'endémisme, c'est emprunté au langage médical par De Candolle. La taxinomie ou taxonomie de Candolle, et puis la structure comme un plan de construction, c'est appliqué aux plantes, c'est lié aussi. J'ai combien de temps?
Une minute. Alors en une minute, la fin du XVIIIe siècle, l'école de Montpellier, donc de Candolle, au XIXe siècle, une philosophie botanique, et enfin, en 1901, l'introduction par Jules Pavillard dans les éléments de biologie végétale d'un vocabulaire de sociologie végétale. L'école zuricho-montpelliéraine, pourquoi Zurich? Parce qu'elle est cofondée par les éléments montpelliérains et un apport d'idées nouvelles venant de Suisse. Et l'école zuricho-montpelliéraine, c'est cette méthode appliquée à la phytosociologie qui constitue une quantification en quelque sorte, plutôt en termes de présence et d'absence, une des méthodes les plus performantes. Je ne sais pas ce que tu en penses, Laurent, ce qu'en pensent les botanistes aujourd'hui ici, mais ça a été longtemps la voie d'une approche du terrain, une méthode à la fois de terrain et de repérage qui montre la fécondité de cette branche. Conclusion, entre Paris et Montpellier, il y a eu compétition et complémentarité. L'histoire reconnaît l'intérêt de la concentration parisienne, à condition qu'il existe un contrepoids régional. Dès l'époque de Linné, les correspondances, les échanges de spécimens, les collections, les descriptions et les publications, complétées par les rencontres et les voyages, forment un réseau qui constitue un sujet collectif. Merci.